Justement, on va tout de suite retrouver le président de la commission de la Défense, Jean-Jacques Bridet. Il est à votre micro, Ludovic. Oui, Monsieur Bridet, bonjour. Hier encore, vous n'envisagiez pas, disiez-vous, le départ du général de Villiers. Est-ce que vous regrettez l'issue de cette crise entre le président de la République et le chef d'état-major des armées ? Je regrette que le général de Villiers ait remis sa démission. Voilà. Moi, je lui avais dit encore il y a 2 jours que sa démission n'était ni envisageable ni d'actualité. Et je maintiens cela, même s'il a pris une autre décision. Donc mes arguments n'ont pas été assez convaincants. Voilà. Mais bon, je le regrette parce qu'on est quand même dans une phase importante pour nos armées. D'abord une revue stratégique que le président de la République a impulsée. Et c'est une commission qui travaille autour de Arnaud Danjean, que je rencontre la semaine prochaine. Et puis après, au sortir des évaluations de cette revue stratégique, il y aura la loi de programmation militaire qui sera votée l'an prochain à cette période-là par l'Assemblée. Et j'espère que, comme j'entends les commentaires des uns et des autres, qu'il y aura une très grande majorité dans l'hémicycle pour donner les moyens à nos armées entre 2019 et 2025 et atteindre ces 2% d'objectifs, de 2% du PIB comme objectif concernant les moyens donnés aux armées. Donc un beau challenge, des belles perspectives. Et je pensais que tout naturellement, le chef d'état-major qui est responsable des armées depuis 3 ans, puisse, malgré sa date limite de départ à la retraite, puisse prolonger d'1 an et se voir animer ce travail de réflexion, de mise en perspective, puis d'élaboration d'un calendrier budgétaire qui sera difficile à tenir, on le sait tous. Sur le fond, vous-même avez regretté les 850 millions d'économies imposées au ministère des Armées. Le général de Villiers estime qu'il n'a plus les moyens finalement de faire en sorte que les armées remplissent leur mission de protection de la France et des Français. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ? Moi, ce que j'ai regretté, c'est au-delà de ces 850 millions, c'est l'annonce des 850 millions. Avant tout dialogue, avant toute décision prise au sein du Conseil de défense restreint, présidé par le président de la République. Et donc ça n'a pas eu lieu. On l'a appris quand même par une interview chez un de vos confrères papier. Donc c'est ça qu'on a déploré. C'est ça qui a mis en colère le général de Villiers. Et je le comprends. Et moi, en tant que président de la commission de la défense nationale, je ne peux pas me réjouir d'une disparition de 850 millions. Donc voilà, donc je me suis battu. Maintenant que la décision a été prise par le président de la République, elle est respectable, elle est à respecter, mais cette décision est assortie d'une perspective pour le budget de nos forces armées, avec une remontée de 1,5 milliard supplémentaire dès 2018, puis après une progression vers les 50 milliards, 1,5 milliard plutôt, je n'ai pas dit, 1,5 milliard d'euros en plus, pour aller vers les 50 milliards. Et ça, ce sont des engagements, ce sont des décisions qu'ont prises le président de la République, et toute décision du président de la République doit s'appliquer à tout le monde, qu'il s'occupe du budget ou qu'il s'occupe des armées. D'un dernier mot, on connaît le nom du nouveau chef d'état-major des armées. C'est un bon choix de la part du président. François Lecointre, je ne le connais pas assez, mais c'est le choix du président de la République. Par contre, nos secrétariats se sont appelés et je peux vous indiquer que je le rencontre à 16h30 dans son bureau. Il sera encore à Matignon, donc à côté. Et je vais voir avec lui sous quelles conditions il peut venir être auditionné devant la commission de la défense et des forces armées avant la fin de cette session parlementaire. Merci Monsieur Bridet. On écoutera tout à l'heure le gouvernement sur ce sujet dans l'hémicycle, puisqu'une question sera posée au gouvernement justement sur cette affaire. Merci. Merci. Et merci à vous, Ludovic. Nathalie Moret, on le voit, c'est quand même un député En Marche, président de la commission de défense. Ce n'est pas un petit poste qui critique quand même ouvertement la décision d'Emmanuel Macron. Il la regrette en tout cas. Il la regrette. C'est une façon de dire de la critiquer en employant des mots un petit peu soft. Et il le dit plusieurs fois. Il dit, moi, en tant que président de la commission, je regrette, ce n'était pas mon choix, je l'ai encore vu il y a 2 jours, etc. Je regrette les coupes budgétaires également. Donc effectivement, là, on en parlait encore avec Michel, l'évoquait tout à l'heure, effectivement, c'est un vrai sujet dans la majorité, elle n'est pas si unique que ça. Il faut qu'il écoute les parlementaires, les généraux, Emmanuel Macron, il faut qu'il fasse preuve d'un petit peu moins d'autoritarisme, selon vous, je crois, Clavel. C'est toute la question, parce que derrière cette crise, il y a quand même une crise du parlementarisme qui est posée. Alors, peut-être que pour le grand public, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en réalité, aujourd'hui, le rôle du contre-pouvoir, qui est déjà assez limité dans notre 5e République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Parlement en général, est posé.
En clair, l'audition à huis clos d'un général entraîne une sanction, en tout cas une remise en cause de la part du président de la République, et ça a été dit à droite comme à gauche, par le président Jacob comme par le président Mélenchon. En gros, aujourd'hui, il n'est pas possible d'entendre un haut fonctionnaire ou un militaire à l'Assemblée nationale sans qu'il ne puisse craindre d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de l'Élysée. Si ça, c'est pas un problème institutionnel... Et en même temps, Michel Urvoy, il faut bien que le président de la République s'entende et ait une relation de confiance avec son chef d'état-major. Ça me paraît indispensable, oui. Surtout compte tenu des circonstances, on est encore en état d'urgence, il y a une menace permanente, on a des milliers d'hommes sur différents fronts dans le monde, donc ce n'est pas le moment, d'offrir le flanc à nos adversaires. Des divisions. Allez, on passe à un autre thème dans cette émission. Emmanuel Macron va-t-il réussir à tenir ses troupes à l'Assemblée? Hier, il était en visite surprise auprès des députés de sa majorité. Stéphanie Despierres, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste à LCP. Alors, hier, c'était une rencontre, on pourrait le dire, faussement à huis clos. C'était hier soir, donc à l'hôtel de Clermont, siège du ministère chargé des relations avec le Parlement. La réception était prévue, mais pas la présence du président de la République. Les députés de la majorité ont donc eu la surprise de voir arriver Emmanuel Macron, un déplacement en force avec Premier ministre et de très nombreux ministres. Vous le voyez, plusieurs députés de la République En Marche ont tweeté des photos de cette soirée. Emmanuel Macron a déclaré « Il n'y a pas de caporalisme ici, il n'y a pas d'ordre jupitérien ». Dans l'assistance, il y avait bien sûr le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui résume le message du président de la République. Écoutez-le. Nous avons été élus pour changer les choses, pour conduire des transformations, pas simplement des réformes, des transformations de la France, pour que la France se relance économiquement, reprenne confiance en elle-même, et nous ne perdrons pas le fil de ces transformations. À tous les niveaux, et il a invité les députés à ne jamais perdre ce fil du changement, et sur chaque texte de loi, sur chaque décision, eh bien de se dire que c'est pas uniquement là, à l'instant, aujourd'hui ou demain, on doit raisonner sur est-ce que ça va être bon dans l'opinion, est-ce que la réaction va être positive, négative dans tel sondage ou dans tel article de presse, mais sur le long terme, à l'issue de notre mandat, est-ce que nous aurons pris des décisions qui auront permis de relancer la France? Et c'est bien notre intention. Alors Emmanuel Macron s'est exprimé devant les députés En Marche, mais il y avait aussi les députés du MoDem. Il les a appelés à garder cette culture du respect mutuel et du travail avec le gouvernement, parce que ce sera en soi un changement profond par rapport à ce qui a été vécu ces dernières années. Sous-entendu, pas comme sous François Hollande et ses frondeurs. Une visite impromptue donc pour maintenir la cohésion au sein du groupe et motiver les troupes, comme le raconte Olivier Véran, le député de l'Isère. Écoutez. Il a rappelé l'exigence de probité, l'exigence de travail qui nous a portés à l'Assemblée nationale. Et très loin d'un discours disant restez dans la ligne, moi j'ai entendu soyez force de proposition, travaillez les sujets que vous connaissez, investissez-vous, venez stimuler le gouvernement lorsque c'est nécessaire pour pouvoir faire avancer le pays. Il disait surtout ne renoncez pas. Ça, c'est pour la version officielle, mais Stéphanie, cette visite, elle intervient quand même après les premiers remous au sein de la majorité. Et oui, on a entendu juste avant Jean-Jacques Bridet, le président de la commission de la Défense à l'Assemblée, qui s'exprimait au micro de Ludovic Faux, critiquer le départ du chef d'état-major. Il avait aussi critiqué l'amputation du budget de la Défense. Et parmi les premières divergences, il y a aussi des frictions entre les députés En Marche et le gouvernement sur la loi de confiance dans l'action publique. Le gouvernement ayant une large majorité à l'Assemblée, la suppression de la réserve parlementaire, de l'IRFM et des emplois familiaux semblait actée, sauf que finalement, plusieurs députés En Marche ont enclenché la marche arrière. En réunion de groupe la semaine dernière, ils ont voté contre ces suppressions. Et comme le raconte le Canard enchaîné, il a fallu que le président du groupe, Richard Ferrand, monte au créneau 2 fois pour défendre le projet du gouvernement. Et les débats continuent aujourd'hui en commission à l'Assemblée. En tout cas, la soirée d'hier montre bien qu'Emmanuel Macron surveille de très près sa majorité pour éviter que les novices d'En Marche, pas si godillots que certains le disaient, ne se transforment en vrais frondeurs. Merci beaucoup Stéphanie Despierres pour votre éclairage. Nathalie Moret, on vient de l'entendre avec Stéphanie, cette visite, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. C'est parce qu'il y a quand même déjà des députés En Marche qui se font entendre sur certains sujets. Alors déjà, il y a des députés qui se font entendre, notamment, vous l'avez dit Stéphanie, sur la réserve parlementaire, mais il y a aussi plus que ça, il y a plein de débats. On voit déjà que Emmanuel Macron a perdu quelques points dans le dernier sondage Paris Match fiducial,
C'est certes 3 ou 4 points, mais c'est quand même un signe. Ensuite, il y a l'histoire donc du général de Villiers, il y a l'histoire de la moralisation de la vie politique, il y a l'histoire des 13 milliards que vont devoir rendre les élus locaux sur la prochaine mandature. Il y a l'enseignement supérieur qui commence effectivement à râler et il y a énormément de problèmes pour l'entrée dans l'université. Donc on voit que pendant 5-6 semaines, et notamment grâce à une séquence internationale très réussie, tout réussissait au président Macron, et que là maintenant on commence à avoir des petits cailloux dans les chaussures. Donc effectivement, cette séance d'hier soir était tout à fait bienvenue. C'est important pour les députés aussi de voir le président de la République, c'est parce que c'est grâce à lui finalement qu'ils ont été élus. C'est évident. À côté de ça, moi j'ai été assez étonné par cette présence, parce que aller voir des députés pour dire non, vous n'êtes pas caporalisés, si c'est pas le signe qu'il y a une parole d'en haut qui s'impose à eux, j'ai trouvé ça assez comique comme message. Il y a quand même une part d'improvisation dans tout ça, parce que on a vu hier soir, on a appris que le président finalement allait faire un déplacement dans une base militaire en pleine séquence de bataille et de coulisses autour du général de Villiers. Ça n'arrive pas tout à fait par hasard. On sait qu'Emmanuel Macron aime beaucoup les images. Donc là, je crois qu'il sera dans un avion ravitailleur. Voilà, il y a une volonté un petit peu de reprendre la main après une séquence assez douloureuse lancée par cette affaire de Villiers. Maintenant, sur le terrain, on voit que non seulement il y a des députés qui se rebellent, mais ils se rebellent aussi sur des choses assez différentes. Cette histoire de réserve parlementaire, elle est quand même pas très glorieuse pour certains députés. On va en parler juste après. Et justement, pour le président, il y a l'idée c'est quand même un gage du renouveau qu'il est censé incarner. Et on voit aussi qu'il y a la fameuse diversité des députés qui commence à s'exprimer. Laurent Vichnievsky, par exemple, qui a quand même expliqué que le verrou de Bercy c'était un problème, etc. Contre l'avis du gouvernement. Voilà, on voit que les députés de Modem vont peut-être jouer un rôle différent. Et là-dessus, il a besoin de reprendre la main. Michel Urvoas, quand Emmanuel Macron dit il n'y a pas d'ordre jupitérien, et puis dans le même temps, il faut que vous gardiez cette culture du respect mutuel et du travail avec le gouvernement. Le message, c'est faites ce que dit le gouvernement. On est juste dans l'apprentissage du pouvoir et dans la réalité des choses. Il y a un projet présidentiel, il y a une ambition, il y a un engagement européen. Après, c'est quelle est la place, quelle est la marge de manœuvre d'un Parlement pour appliquer cette politique-là. On voit bien à travers l'exemple de l'armée que cette marge de manœuvre, elle est extrêmement réduite. On le voit bien à travers l'exemple des collectivités locales que ça n'est pas simple du tout. Et on va le voir pour la justice, on va le voir pour le ministère de l'Intérieur, on va le voir pour la santé, on va le voir pour tous les secteurs qui, en fait, ont besoin de ce surcroît de milliards pour financer les engagements. Donc, ce n'est ni jupitérien ni pas jupitérien. Il a besoin de sa majorité et il veut éviter les frondeurs. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Nathalie Moret, on l'a vu, François Hollande, pendant les 2 premières années de son quinquennat, n'avait pas beaucoup vu les députés. Est-ce que justement, il tire les leçons du quinquennat précédent, Emmanuel Macron, selon vous ? De toute façon, Emmanuel Macron, il fait l'exact contraire de ce qu'avait fait François Hollande. Donc effectivement, il avait peu vu les députés de sa majorité, qui s'en étaient beaucoup plaints d'ailleurs à l'époque. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? 1 mois et demi, les premiers cailloux dans les chaussures arrivent, hop, il se précipite et il les voit, il fait une séance de câlinothérapie. Et moi, les députés En Marche que j'ai vus ce matin m'ont tous dit, tous les matins, il faut quand même pas qu'on oublie qu'on a été élu sur le seul nom d'Emmanuel Macron. Donc je pense que ça a réussi, sa séance d'hier soir. Geoffroy Clavel, un mot sur la communication très verrouillée, comme souvent avec Emmanuel Macron. Rien n'avait fuité. Une vidéo a été donnée à un média pour bien faire passer le message. Qu'en pensez-vous ? On est plutôt dans la suite logique de cette communication très verticale, et là-dessus, on est encore une fois dans l'exact inverse de ce que François Hollande faisait. Jusqu'ici, elle s'est montrée, il faut le dire, plutôt efficace. Le verrouillage des journalistes et la manière de contenir les fuites de manière à éviter les couacs. Finalement, est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose pour le président ? C'est une certitude, mais on voit bien qu'elle a des limites, cette communication. Quand cet autoritarisme de la communication, on a bien vu qu'avec le général de Villiers, c'était totalement contre-productif et que ça ne s'applique pas de la même manière. Est-ce que le fait de dire non, vous n'êtes pas caporalisé, mais ce serait tout de même bien que vous votiez les lois que demande le gouvernement, n'est-ce pas finalement une manière d'inviter les députés à rentrer dans le rang, et tiendront-ils le coup jusqu'au bout ? On peut se le demander. Et justement, est-ce que selon vous, avec un groupe aussi important, Michel Urvoas, Emmanuel Macron pourra éviter d'avoir des frondeurs ? Ce sera difficile, mais je nuancerai la question de la caporalisation des médias. Moi, j'ai eu un entretien avec Emmanuel Macron. Je n'ai pas fait les pieds au mur pour l'avoir. Ça s'est fait sur des bases claires et ça a été finalement assez simple. Je pense qu'il est juste dans une raréfaction de la parole présidentielle pour essayer de lui donner de l'autorité, du poids.
et que ça marche pas toujours, effectivement, mais parce que c'est pas une question uniquement de médiatisation, c'est parce que là, on est sur un problème de fond, sur un problème extrêmement lourd, celui de la contrainte budgétaire et des engagements, et qui, appliqué à l'armée, produit effectivement des étincelles. Donc on espère que les fûts de tous les canons ne seront pas trop à angle droit, parce que ça pourrait se retourner contre les tireurs. Mais allez, on suivra ça de près. On va tout de suite passer à un autre thème dans cette émission, le projet de loi pour rétablir la confiance dans la vie politique. Promesse phare d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Il est en ce moment à l'Assemblée.